Un jour de 1976, une jeune fille de 14 ans entre dans l'histoire. Nadia Comaneci. Pour la première fois dans l'histoire du sport, un 10 parfait, du jamais vu. Pour un peuple qui n'avait pas beaucoup d'occasions d'être heureux, ça a été un grand moment. En Roumanie, j'étais devenue un trésor national. J'avais donné une bonne image de mon pays, une image que nos dirigeants voulaient protéger à tout prix. Les années 80 ont marqué une période de durcissement dans la politique de Ceausescu. C'était un régime d'austérité et de fermeture. La vie était dure pour tout le monde. Je détestais être surveillée et constamment observée. C'en était trop. Je voulais grandir comme n'importe quelle fille. Tout ça m'a déconcentrée. Petit à petit, elle a été mise à l'écart. Peut-être qu'elle était trop difficile à contrôler, trop indépendante. On va continuer la soirée par un débat avec nos deux invités qui va rester autour du thème des enfances communistes. Alors je vais les introduire. Lenka Ornakova-Sivadé, qui est une artiste complète, peintre, autrice, qu'on vous reçoit pour un texte qui est directement dans le sujet, qui s'intitule « Filles de l'Est, femmes à l'Ouest » aux éditions Intervalle. C'est un livre qui a été coordonné par Elisabeth Laine, qui est parmi nous ce soir, et on la remercie. Notre seconde intervenante, Cécile Fochweiler. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut de langues orientales l'INALCO Paris. Vous avez contribué à cet ouvrage qui nous intéresse ce soir plus particulièrement, que vous avez coordonné avec Catherine Durandin, qui s'intitule « Enfance communiste, mémoire de Roumanie et de République de Moldavie ». Est-ce que le documentaire qu'on vient de voir ce soir, il est représentatif ? Alors c'est évidemment une enfance tout à fait particulière, mais avec des points représentatifs. Hein. Le gris du quotidien, elle le dit d'ailleurs très bien, peut-être un peu plus tard. Hein. Pour moi, rien n'avait changé, l'entraînement, l'école, les horaires. Peut-être pour rebondir sur le documentaire et sur le rapport puisque c'est le titre, hein, la gymnaste et le dictateur, sur ce rapport du régime aux enfants et à l'enfance. Enfin, il y a cette image au début et peut-être aussi au milieu du film, où lorsqu'elle rentre, on voit Ceausescu la prendre dans ses bras, l'embrasser, remettre les médailles. Et puis d'ailleurs, elle a bien appris sa leçon, Nadia. Hein, elle remercie le discours. Quelle est la plus belle médaille pour vous ? C'est celle qui m'a été remise par le père de la jeunesse. Enfin, et cette représentation du régime comme le père de la jeunesse. Il y avait les jeunesses communistes, hein, le personnage d'ailleurs de Nikushor, du fils Ceausescu, qui dirige les jeunesses communistes. Et ça revient beaucoup dans les témoignages. Il y a au moins 3, je crois, il y a au moins 3 témoignages du recueil sur les 24 qui ont été dans leur enfance des années 80, qui sont montés comme ça sur l'estrade pour faire la bise à Elena ou Nicolaï, qui passaient leur temps à circuler dans toutes les villes et à s'exposer avec les enfants. Les enfants étaient vraiment quand même l'avenir du régime, et il y avait cette importance toute particulière, j'imagine pas qu'en Roumanie, mais c'est très flagrant dans le cas roumain de mettre en valeur les enfants comme l'avenir du pays, l'homme nouveau, était la construction de ce... Ça revient dans le recueil en expliquant qu'ils se faisaient bien tous épouiller dans tous les sens. Il fallait qu'ils soient très très propres avant d'approcher du couple. Dépistés surtout, il ne fallait pas qu'ils transmettent... Ah oui, il y avait cette paranoïa, bien sûr. Lenka, pour ce recueil auquel vous avez participé, comment est-ce que ça s'est passé ? Quelle était l'idée de départ ? Est-ce qu'il y a eu un projet qui vous a permis de toutes vous rencontrer, ou alors vous avez tout écrit chacune dans votre coin sans jamais vous concerter ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on est arrivé à ces témoignages ? Cet ouvrage a pris naissance lors d'une discussion avec Sonia Ristic à la fin d'une rencontre à Villejuif, dans une médiathèque, où nous avons présenté toutes les deux, chacune son roman. Et à la fin, il y avait un débat. Et ensuite, on est allé avec Sonia manger, boire un verre. Et en discutant, on s'était rendu compte que toutes les deux, on était quelque peu gênés par le débat qui a suivi, parce que la rencontre littéraire, parce que les réponses que nous avons données ne convenaient pas au public. On nous posait des questions sur nos vies et les réponses qu'on donnait n'étaient pas celles que le public attendait. C'est-à-dire on attendait de nous qu'on confirme, qu'on rassure le public dans ces clichés. Et on s'était dit, mais c'est dommage qu'on passe toujours un peu à côté de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on propose
dans nos romans qui ne sont pas nécessairement autobiographiques et quelquefois très loin d'être autobiographiques, et qu'on essaie de nous toujours ramener à une représentation. Et donc, en discutant, évidemment, on s'était dit, mais notre seule arme, ça reste tout de même l'écriture. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a quand même 8 témoignages directs de pays qui décrivent des réalités dans des pays différents, qui décrivent aussi avec le biais de souvenirs, de se remémorer, de revenir, de revisiter en tout cas ces souvenirs d'enfance. Et en même temps, on trouve des résonances absolues entre tous les textes. On a l'impression que c'est presque que vous ayez travaillé ensemble. Enfin, on a l'impression par moment d'être avec une bande de copines, enfin, où vous pourriez être toutes ensemble. Ou un des points moi, que j'ai trouvé vraiment très marquant, c'est des textes extrêmement joyeux, avec énormément de tendresse, avec aussi peut-être une forme très forte de nostalgie, peut-être, de revenir sur ce regard sur ces 30 ans et sur ce qui s'est passé depuis. Moi, je me méfie beaucoup du mot nostalgie et de la nostalgie en général. Je ne suis pas nostalgique, attention. Et on n'est surtout pas nostalgique de cette période-là dont on vient voir un exemple très parlant. Mais on a le droit de se souvenir de nos enfances heureuses. Parce que c'est deux choses différentes, en fait. Et bande de copines, on l'est devenue, ça c'est sûr. Et on a retrouvé ce que vous remarquez, c'est-à-dire une espèce d'esprit commun, une connivence, une complicité, quelque chose en souterrain qui fait la connexion. Il y a plusieurs explications, certainement, de vivre dans une oppression qui se manifestait dans chaque pays, suivant l'histoire et suivant les moments différemment, et en même temps produisait quelque chose de commun. Et c'est vrai que quand on se rencontre avec quelqu'un qui vient de nos pays ou de ces régions, on n'a pas besoin d'expliquer certaines choses qu'on serait toujours obligé à expliquer et préciser à quelqu'un qui n'a pas cette expérience. Mais maintenant rentre un autre aspect dans la chose. On va être obligé à expliquer aux jeunes, par exemple tchèques ou slovaques ou bulgares, pour qui la chute du mur devient un événement historique. Eux, ils n'auront pas vécu ce que nous avons vécu. C'est-à-dire nos expériences vont commencer aussi à diverger. Si la transmission familiale n'est pas assurée et s'ils ne sont pas sensibilisés par les mémoires qui doivent être travaillées dans le pays, par les œuvres d'art, par le cinéma, par la littérature, ils peuvent passer à côté. Ils peuvent être complètement insensibles et pas touchés par l'histoire de leur pays. Ça peut arriver. C'est-à-dire que maintenant, la transmission, elle est importante à la fois vers l'extérieur qui n'a pas connu et qui peut se leurrer et illusionner sur la beauté des régimes communistes, et aussi sur la jeunesse de ces pays-là qui peuvent aussi s'illusionner sur la beauté de ceux qui n'ont pas vécu. Et ce qui revient aussi, c'est ce sentiment d'avoir vécu quand même un moment historique avec la chute du mur, et c'est ce qu'on va pouvoir entendre dans votre texte, puisque vous revenez directement sur ce moment-là. Est-ce que vous voulez l'introduire avant qu'on écoute le passage qui va être lu ? Je pense que la beauté de la chose, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on vit le moment historique. On le sait toujours après. Cette incrédulité nous fait quand même prendre conscience que les plaques tectoniques de l'histoire bougent. Et nous voulons en être. La seule direction possible, Prague. À Prague, c'est la panique, enivrante et euphorique. On vit à un rythme effréné pendant des semaines. Les nuits sans sommeil, les discussions sans fin. Le matin, à midi, le reste de la journée. On se déplace au pas de course dans les rues de Prague et sur les ponts au-dessus de la Vetlava. Un moment, on avance. Puis la police charge. Et on recule. On court comme des dératés et on rit. C'est un grand jeu entre les étudiants insouciants et les flics désarçonnés. Tous des tomes à narguer les djéris, tous des lapins blancs à se jouer des gros loups bêtes et méchants. Les courses-poursuites festives durent des heures, certes, mais ne finissent jamais mal. On en a la certitude depuis l'arrivée d'autocars remplis d'hommes de la milice populaire sans que personne n'ait osé leur donner l'ordre de charger. Ces miliciens, bons pères de famille, peuvent-ils jouer aux soldats, aux durs à cuire, si en face d'eux se trouvent leurs propres enfants ? Ces milices, mon père est parmi eux, et moi dans la foule. Aurait-il tiré si un tel ordre avait été donné ?
Il est vrai que l'on court quelquefois avec la peur au ventre, parce qu'on court vers l'inconnu. Et si c'était ça, le paradis, l'inconnu? Bon, là, on a quand même un témoignage direct d'un moment historique. Néanmoins, l'histoire, ce n'est pas que des moments historiques, c'est aussi beaucoup de moments du quotidien, des témoignages, comme par exemple tous ceux que vous avez collectés. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter presque, je crois, il y a 24 ou 25 récits de Roumanie et de Moldavie? Oui, bien sûr. On savait dès le début que raconter des souvenirs d'enfance, c'est évidemment quelque chose de très subjectif. Et puis, les personnes qui racontent savaient qu'il s'agissait de raconter à des Occidentaux. Et là, on revient aussi sur ces idées de représentation. Et entre ceux qui voulaient prouver au public occidental que le communisme avait eu des tas de bons côtés et ceux, au contraire, qui voulaient vraiment prouver au public occidental que ça avait été un enfer sur Terre, il y a eu quelques... Voilà. Il y a aussi 2 ou 3 textes, mais très peu, en fait, qu'on a fini par écarter pour ces raisons-là, où il y avait une volonté de démonstration trop, on va dire, trop explicite. Mais c'est ça aussi qui fait, qui fait la variété et l'intérêt des témoignages. Ça fait partie, quand on expose, quand on raconte, oui, il y a toutes sortes de biais qu'on assume plus ou moins et qui sont aussi liés aux gens à qui on parle et à qui on veut effectivement faire passer peut-être certains messages. Un des points qui revient quand même entre les deux ouvrages et qui est quand même plus que notable, c'est la dimension quand même féminine. Vous en avez parlé, mais il y a quand même cette spécificité aussi alors de ces jeunes filles qui vivent ce moment historique de la chute du mur et qui sont pleines d'aspiration à la liberté et à une autre vie. Alors que du point de vue féminin, elles ne sont pas du tout mal loties à l'Est et qu'elles n'en ont pas du tout conscience. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas très bien de notre point de vue et qui est aussi un peu une déconvenue. Oui, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours remettre dans le contexte historique, parce que quand on pense que c'est le communisme qui avait mis la femme à l'égalité de l'homme, c'est un leurre, c'est un mensonge. Historiquement, ce n'est pas vrai. Parce que, par exemple, les droits de vote pour les femmes, c'était en 1918 en Hongrie, en Tchécoslovaquie, etc. C'était bien avant l'arrivée des communistes au pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui est... Cette notion de la place de la femme dans la société est travaillée très en amont d'arrivée des régimes totalitaires dans le pays. Et donc, ça, c'est une tradition. Le communisme en a joué. Il avait assigné à une femme travailleuse et puis on était très fiers de voir les femmes sous les tracteurs, labourer les champs, etc. Enfin, c'était une espèce de jeu un peu malsain d'ailleurs. Mais il est vrai que les femmes, en tout cas dans nos enfances, avaient l'accès à énormément à toutes les études, à tous les métiers, quelquefois forcées à avoir accès à tous les métiers. Ça ne leur procurait pas nécessairement plus de liberté. Et la société n'était pas nécessairement plus progressiste. Il y a un texte incroyable dans le recueil qui est fait par Sonia Ristic, qui raconte le point de vue yougoslave, où elle raconte, elle dit qu'elle n'a été toute sa vie entourée que de femmes extrêmement fortes, qu'elle a toujours eu cette vision de la résistance aussi de la guerre qui se fait avec les femmes, que tout lui a toujours semblé facile et possible, le fait de pouvoir avorter, d'avoir un rapport à son corps, et qu'elle a été amenée jeune à lire Simone de Beauvoir et qu'elle se disait quand même, ça a l'air d'être terrible d'être une femme en Occident et vraiment, elles n'ont vraiment pas de chance de devoir autant lutter alors que c'est si facile d'être une femme et d'avoir tous ces droits et toutes ces libertés dans notre pays. Et néanmoins, on peut peut-être parler du cas de la Roumanie qui est un peu particulier sur ce sujet-là. Mais alors là, pour le coup, c'est un contre-exemple absolu. Enfin, en tout cas, pour la période dont il était question dans le documentaire, notamment, puisque là, pour le coup, la condition de la femme sous Ceausescu est devenue un enfer. Alors évidemment, il y avait il y avait aussi des femmes qui conduisaient des tracteurs, qui avaient des postes d'ingénieurs en chef dans les usines. De ce point de vue-là, c'est tout à fait conforme. Mais Ceausescu, une des premières décisions qu'il a prises, un an après son arrivée au pouvoir, 66, il prend un décret
un célèbre décret qui a eu des conséquences absolument monstrueuses, en fait. Le décret anti-avortement de Ceausescu de 1966, qui était dû au fait que la Roumanie était en pleine transition démographique, phénomène tout à fait normal, et qu'il voyait s'effondrer la courbe des naissances, et que précisément pour construire un régime fort et puissant, il faut des enfants, des enfants, des enfants. Et avec ce décret, la natalité double d'un an sur l'autre. C'est-à-dire, on appelle d'ailleurs, donc tous les enfants nés à partir de 1967 sont appelés, il y a un petit nom roumain, les decreței, c'est-à-dire les enfants du décret. Et c'est ce qui a expliqué aussi, évidemment même beaucoup plus tard, indirectement, mais non, en fait assez directement, parce que c'est les longues suites de ce décret qui ont expliqué ce que l'Occident a découvert avec horreur lorsque le régime est tombé en 89, c'est-à-dire les fameux orphelinats, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de naissances, évidemment, une partie de ces enfants ont été abandonnés, les structures n'ont pas suivi, et tous ces fameux orphelinats qui ont effrayé l'Europe occidentale, c'était aussi les suites de cela. Quand on regarde la pyramide des âges de la Roumanie, elle fait, enfin je veux dire, la courbe démographique est absolument aberrante. C'est le seul pays qui a une pyramide des âges comme ça, où la génération née en 67 est le double de celle née en 66. Ce qui d'ailleurs, prépare d'énormes problèmes, là, très très proches pour de retraités. Donc, cette interdiction de l'avortement, évidemment, a eu des conséquences d'abord aussi avant tout sur les femmes, avec tous ces avortements clandestins, et on estime, les historiens estiment qu'il y a peut-être eu 10 000 morts jusqu'à la fin du régime, suite à ce décret. En Tchécoslovaquie, ce n'était pas un décret, mais on a fermé les frontières et on dit très joliment que les gens sont rentrés chez eux, ils ont fait les enfants, et 20 ans plus tard, ces enfants-là ont fait la révolution de velours. Je ne sais plus s'ils le disent dans le documentaire, mais passé 25 ans, de toute façon, les femmes étaient aussi imposées. Il y avait une partie, le régime taxait énormément en fait, ces femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc Nadia Comaneci, elle en parle, c'est qu'elle vivait aussi difficilement, puisque n'ayant pas d'enfants, elle avait une énorme partie de son salaire qui était ponctionnée par le régime. On va peut-être ouvrir, on est très bien, mais on va quand même ouvrir à la salle. Ne soyez pas timides, il y a un micro qui circule. Je voulais savoir si dans ces républiques, est-ce que c'est le même choc qu'on a rencontré en lisant La fin de l'homme rouge, où ils disent on a troqué les livres pour des jeans. Est-ce que ça a été aussi violent dans ces républiques ou pas? Oui, il y avait probablement de ça aussi. Il y avait plusieurs chocs, en fait, quand la société de consommation a fait l'entrée dans les rues de Prague et de Budapest et à Varsovie, parce qu'il y avait un autre phénomène. Nous, on pouvait rentrer dans tous les magasins. On ne pouvait pas y acheter grand-chose parce qu'il n'y en avait pas grand-chose, mais on pouvait rentrer dans tous les magasins. Et tout d'un coup, est arrivée la situation qu'il y avait des magasins dans lesquels c'est pas qu'on ne pouvait pas rentrer, mais on pouvait rien y acheter parce que c'était trop cher. Et ça, on connaissait pas cette sélection par argent en présence des produits. C'est-à-dire qu'il y avait et c'était très compliqué d'expliquer. Les Français à Prague, par exemple, ils essayaient d'expliquer à une dame qui piétinait les vêtements qui étaient trop chers, qu'elle ne pouvait pas se permettre et que ça n'existait pas avant. Si c'est ça la liberté, je n'en veux pas, disait-elle. Et lui disait, vous savez, à Paris, il y a des rues dans lesquelles, tout simplement, je ne vais jamais dans un magasin parce que je sais qu'il n'est pas à la portée de mon porte-monnaie. Et donc, et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas dans la représentation dans nos têtes. Et donc, c'était aussi une découverte. Quoi ? Liberté, c'est aussi de ne pas pouvoir acheter quelque chose. Vous voyez, mais c'est le défi de cette démocratie qui n'est pas parfaite, mais c'est toujours la meilleure de celle qu'on a essayé, de système.